Alors bonjour à tous, on va faire toujours un complément concernant l'Unattend. Je vais reprendre la vidéo par 2 que j'avais faite récemment et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on met tout dans la même image du fichier boot.vim. Donc on y va. On va choisir l'image sur le dépôt. Dans le dossier D, x64, source, boot.vim. On va sélectionner l'index 2 qui correspond à Microsoft Windows Setup. Je vous rappelle que c'était la première partie de l'installateur du système Windows 10. On va choisir notre dossier de montage, notre point de montage, le dossier Mount. On va faire OK. Et on va monter l'image en lecture-écriture. C'est parti. Donc là, après, on va faire un petit complément d'information. Voilà. L'image boot IMG est correctement montée. Il n'y a pas d'erreur. Si je fais un open folder, on voit bien un fichier setup, un dossier source, dans le dossier source, on a bien nos fichiers Windows, éventuellement la commande DISM avec d'autres commandes supplémentaires qui sont en fait des bibliothèques qui sont utilisées par la commande DISM. Et ensuite, on a bien aussi un setup ici qui est présent. Donc en fait, si on regarde bien, on a en fait 3 setups. Le setup dans le source, le setup à la racine du point de montage et le setup dans le répertoire x64. Donc ça prête à confusion, parce que quand on vous dit de le mettre un fichier auto-unattend ou unattend là où il y a le fichier setup, ça va coincer. Donc en fait, on ne sait pas vraiment où le mettre. Donc ça, c'est une chose. Et dans l'image install.vim, on n'a pas de dossier source. Mais on a quand même un dossier Windows. Comme ici, dans source. Alors, pas celui-ci, mais celui de l'image montée. Vous voyez, hein, déjà, on s'embrouille là-dedans. Il faut aller sur le D, dans Mount. Donc ça, c'est mon image boot.vim index 2. On a un setup, on a un source, avec à l'intérieur aussi un setup. Ici. D'accord. Et dans la racine du Mount, on a aussi un dossier Windows. D'accord. Avec un système 32 et un dossier sysprep. Et il faut savoir que dans install.vim,
On a aussi un dossier Windows System 32 sysprep, mais il est plus complet que celui-ci, parce qu'il y a l'utilitaire sysprep dedans, alors qu'ici, on ne le voit pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si j'utilise que le fichier boot.vim? On va le vérifier dans cette vidéo. Donc pour cela, je reviens à l'interface des YesMGui. Donc mon boot.vim index 2 est monté sur le dossier mount. La commande s'est bien passée. Je retourne dans mon index Unattend Servicing. Je sélectionne l'option 6 comme on a fait la dernière fois. Je sélectionne mon fichier auto-unattend comme la dernière fois. Pour l'étape, l'option 6, je choisis auto-unattend. On fait ouvrir. On voit que on a bien l'auto-unattend.xml qui est présent. On fait appliquer le fichier. On nous dit que c'est bien parce qu'on le fait en live. J'ai oublié de stipuler sur quel montage je travaille. Donc forcément ici, je dois faire un refresh mount image. On va travailler sur mount et on va appliquer la modification. Donc le fichier auto-unattend a été placé dans le dossier source. Donc si je vais voir dans le dossier source de mon dossier mount, j'ai bien mon auto-unattend qui est ici, d'accord? Et maintenant, je vais placer mon unattend toujours sur le même point de montage, c'est-à-dire dans mon image boot.vim, sur l'index 2. Voilà, je vérifie que c'est le bon fichier. J'ai l'option 6 de valider et je fais Apply. On me dit, OK, il a copié unattend.xml dans le dossier des mount Windows System 32 sysprep. Donc on va aller voir dans le dossier en question. Hop. Et ensuite, on va dans le dossier, donc dans mount, dans Windows, System 32, et sysprep. Effectivement, on a mis notre fichier unattend.xml. D'accord? Donc là, je quitte mon notepad, donc il n'est pas ouvert. Je vais pouvoir, donc là j'en ai terminé, je vais pouvoir démonter mon support, boot.vim, on va le démonter. Donc pour ça, je fais commit pour impacter les modifications que je viens de faire, et je fais unmount image. C'est parti. Voilà. On voit que ça s'est bien passé. L'image est correctement démontée. Il n'y a pas eu d'erreur. Et cette fois, on va aller sur la création d'un ISO DVD hybride. On va sélectionner les cases à cocher qui vont bien. On choisit la source x64. On choisit la cible ISO.
On lui donne un nom. Voilà, je l'ai appelé mon image.iso. Et je clique sur Make ISO DVD. C'est parti. Voilà, l'ISO DVD est terminé. Je n'ai pas eu d'erreur, pas de problème. Je peux quitter l'interface DISMD. Et je vais sur ma machine virtuelle, VirtualBox. Je vais supprimer l'ancienne machine de test et je vais en créer une nouvelle. Et je vais l'appeler test à ne pas faire. Ensuite, je vais sélectionner mon support ISO DVD que j'avais appelé mon image ISO. On fait un skip ou un temps d'installation. On sélectionne les caractéristiques de la machine virtuelle et on la place en EFI. Je mets 80 Go pour le disque dur. Je vérifie mes paramètres. Et je lance la machine test à ne pas faire. Je clique une fois sur la fenêtre et je valide avec la barre d'espace le lancement de la machine virtuelle. Et on regarde ce qui se passe. On arrive sur le démarrage du programme d'installation. Alors là, on voit que on a un problème. Le comportement n'est pas le même, puisqu'on nous demande la région. Ensuite, la disposition du clavier. Ensuite, l'ajout de clavier. Alors, ici, on nous demande de configurer, de choisir un modèle de configuration. Moi, j'ai pris le modèle personnel. Je ne suis pas une entreprise. Voilà, on nous demande de créer un compte connecté. Bon, là, on peut encore choisir compte hors connexion, donc c'est ce que je vais faire. Il faut tant que l'interface réagisse. Voilà, on nous demande, bah là je ne peux pas continuer parce que je suis obligé de me connecter, donc là je vais faire expérience limitée. Donc là, bah, il me demande de créer un nouvel utilisateur, alors que la dernière fois, il le faisait automatiquement.
Là, il va nous demander les questions secrètes. Alors, il y en a 3. Logiquement, on ne met pas n'importe quoi, hein. Sinon on ne peut pas récupérer le compte, hein. Et encore moins mettre des choses qui sont faciles à retrouver, comme ici. Ça se fait pas, ça, hein. C'est juste pour les besoins du labo. N'oubliez pas, c'est des comptes locaux, hein, c'est pas des comptes globaux. Alors, les autorisations, bah, on va tout mettre par défaut, hein. Je vais mettre non partout. Voilà. Donc là, on patiente. Encore une personnalisation. Bah, là, je vais faire ignorer, hein. J'ai pas de profil particulier. Non, Cortana, je n'en veux pas. Donc là, c'est l'étape de préparation du bureau. Ah, enfin le bureau. Donc voilà, on va attendre encore un tout petit peu le temps que ça charge. Voilà. Et on va vérifier les paramètres de Windows. Donc on a vu déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et là, c'est plus dur. Mais c'est plus intéressant. Donc, on va regarder les paramètres système. On voit que on a bien des paramètres qui ont été affectés. On retrouve bien le motherboard Asus Z77. On retrouve bien le nom de l'appareil, DD333-PC. Et ensuite, si on descend, on a bien un Windows 10 professionnel en 22H2. Donc ça, c'est bon. Si on regarde au niveau du support, bon, on a bien DD333. On a bien un numéro de téléphone fictif avec des heures fictives et un site web qui est normalement rattaché au GitHub de DD333. Normalement. C'est le cas. Alors bien sûr, Edge n'est pas encore configuré. Donc, on va le configurer rapidement à ma manière. Voilà. On va fermer Edge. Donc ça, on sait que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va quitter la fenêtre et on va regarder le restant des paramètres. On va ouvrir, comme la dernière fois, une session DOS et on va taper la commande dispart. Alors, on va le faire directement sous dispart, hein. On ne va pas s'embêter avec les interfaces GUI. Alors, je sélectionne mon disque 0. Je fais la liste des partitions et je fais la liste des volumes. Donc, si on regarde
au niveau des partitions, apparemment, la Recovery 250 c'est bon en format NTFS. La FAT32 pour le FI 100 mégas, ça doit être ça. Avec un label système, ça paraît bien. Ensuite, la partition Windows sur la lettre C en NTFS avec 79 Go, partition de démarrage, ça m'a l'air d'être bien. Donc a priori c'est bon. J'ai mes 4 partitions. Donc ça apparemment ça a été fait. Je fais Exit. Et ensuite je vais faire un WinVer pour afficher la version. Donc c'est bien une 22H2. Major release, minor release, bon ça a l'air d'être ok. DD333 chez DD, ok. Et ensuite au niveau du Regedit, HK Local Machine, Software, Microsoft, courant de version. Enfin d'abord Windows NT, courant de version. Voilà. Et on vient regarder les paramètres du propriétaire. Donc, organisation chez DD, honneur DD333. Jusque-là, ça m'a l'air d'être bon. D'accord? Donc, on a quand même un souci. Alors, on va fermer ici la machine virtuelle, parce qu'on n'en a plus besoin. On a constaté les problèmes concernant le zéro touch, si on veut parler comme ça. Donc, pourquoi ça s'est produit? Bah, tout simplement parce que on a 2 fichiers qui ont été traités dans la même image. Donc si il y a un schéma qu'il faut garder en tête, c'est ce schéma-là. Concernant la configuration des passes. Sur le côté gauche, on a WinPE qui va lancer le Windows Setup. Normalement, au niveau du Windows Setup, il y a la partie Offline Servicing qui se met en route, juste avant la spécialisation. Ensuite, il y a la spécialisation. Et ensuite, il y a le OBE. Et en parallèle, si on passe par le processus SysPrep, on peut soit le généraliser et revenir sur la spécialisation pour atterrir sur le OBE, ou soit on peut basculer en mode audit, et là on peut auditer le système ou auditer l'utilisateur, et après revenir sur le OBE. Donc ça c'est une chose, il faut garder ce schéma en tête. Et souvenez-vous, quand on a fait l'injection des 2 fichiers, là ici j'ai travaillé par rapport au bout de .vim dans l'index 2. Et le souci, c'est que dans le bout de .vim index 2, on a un dossier source où dedans, on a un dossier Windows, système 32, SysPrep. Et on a injecté notre fameux fichier unattend. Et hélas, ce fichier unattend n'a pas été traité. En fait, je soupçonne que ce fichier n'a pas été transféré, enfin recombiné avec l'install.vim.
C'est-à-dire que dans l'install.vim, il y a l'autre partie de Windows Setup. Et normalement, il fusionne les deux. Et normalement, il était censé fusionner mon unattend.xml. Mais il faut bien chercher dans les docs de Microsoft. Apparemment, on ne peut pas cumuler de fichiers unattend. Or, quand on utilise les deux images séparément, ça fonctionne, puisqu'on considère qu'on ne les utilise pas directement, en fait, dans la phase en question, à cause des systèmes de passe. Donc, il doit y avoir une chose curieuse là-dedans, qui serait peut-être à revoir par la suite, parce que ce serait bien d'avoir quelque chose de plus correct. Mais la vidéo que je vous ai faite en part 2 sur l'option 6, elle est correcte que si vous utilisez le boot.vim et l'install.vim sur deux images différentes. Alors qu'on sait très bien que normalement, il recombine les deux au niveau de l'installateur de Windows. Mais c'est un souci au niveau temporel, en fonction des tâches et des passes qui sont appliquées dans le schéma que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire ce schéma-là. On pourrait le vérifier, mais moi je soupçonne que soit il y a un problème de transfert d'une image, donc du boot.vim vers l'install.vim de notre fichier unattend.xml, alors que l'auto-unattend, apparemment il est exécuté. Donc c'est ça qui explique qu'on a un dysfonctionnement au niveau de l'installation de Windows. Et celle-ci n'est plus automatisée correctement. Et carrément, on a notre fichier unattend.xml qui est complètement ignoré. D'ailleurs pour ça qu'il pose autant de questions. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. Donc ça c'était la chose à pas faire. Sinon, on tombe dans ce cas de figure. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur les fichiers unattend. Et bien sûr, on va continuer notre rétro-inspection avec les différents points qui sont encore dans l'onglet Unattend Servicing au niveau de l'application DISMGUI. Je vous remercie et à plus tard.